Bonjour à tous, bienvenue. Désolé pour ce départ un petit peu tardif de 10 minutes, mais c'était histoire que tout le monde puisse arriver dans les temps et qu'on n'ait pas trop de retardataires. Bienvenue, merci d'être venu malgré la chaleur pour apprendre toujours plus, hein, c'est toujours le but un peu de ces meet-up. Qui est nouveau dans un meet-up Vue.js? D'accord. Donc on a une bonne moitié. Alors les meet-up Vue.js, donc assez logiquement, on tourne autour de la technologie Vue.js. On fait un meet-up à peu près tous les 2 ou 3 mois. Le prochain sera en septembre, parce qu'on va vous laisser vous reposer pendant l'été et ces grandes chaleurs. On discute beaucoup, si jamais vous voulez un peu rejoindre la communauté Vue.js sur Lyon, sur le Slack de Lyon.js, qui est un autre meet-up JavaScript. On a une channel pour Vue. N'hésitez pas à venir me parler à la fin si vous voulez discuter, un peu plus parler de Vue, poser des questions. Aider à organiser des meet-up, faire des présentations, ce sera avec grand plaisir. Ce soir, on a la chance d'avoir Benjamin qui vient nous faire un talk sur un retour d'expérience. C'est le premier talk sur retour d'expérience qu'on fait dans Vue.js. Donc, nouveau format, j'espère que ça va vous plaire. Et puis, à la fin, je vous invite tous à rester discuter un petit peu avec l'équipe de webcam et autour d'une bière et d'une part de pizza. Je vais laisser la parole à Benjamin. Et merci à tous d'être venus. Puis restez à la fin. Bonsoir à tous. Merci d'être venus. Je suis un peu stressé, il y a pas mal de monde. Du coup, je vais vous faire un petit retour d'expérience sur l'utilisation de Vue.js et d'Electron sur une borne interactive, sur un projet qui s'appelle la WhiskyTech. Donc la WhiskyTech, c'est ça. Donc c'est une borne interactive qui est en rayon dans la grande distribution, qui fait partie en fait d'un projet d'habillage en fait de rayons pour les whisky premium. Donc on a réalisé nous on a géré que la partie borne interactive. C'était pour Moët Hennessy Diageo. Voilà. Alors l'idée de cette appli, c'est d'aider le consommateur à trouver le whisky qui lui correspond quand il arrive en rayon. Et donc on a fait ça via une approche conversationnelle, donc une sorte de chatbot. Donc le fait que ce soit en rayon dans la grande distribution, ça nous a apporté pas mal de contraintes techniques qui sont un peu nouvelles pour nous qui faisons principalement du web, des sites ou des applis classiques, on va dire. La première, c'était la mise à jour à distance, parce qu'on n'a pas de serveur sur lequel on déploie, et c'est bon, c'est décentralisé. On avait des contraintes aussi de hors-ligne, parce que quand c'est déployé, tous les magasins n'ont pas forcément de connexion Internet, ou alors la connexion Internet peut être intermittente. On avait aussi une contrainte de perf pour les bornes, puisque à chaque fois, pour chaque rayon, il faut une machine, et chaque machine a un coût. Et il y avait une autre contrainte aussi, c'est la tolérance aux coupures d'alimentation. C'est-à-dire que quand le responsable du magasin part le soir, s'il coupe la ligne du rayon, le lendemain, il faut que la borne, quand il remet la ligne, ça redémarre, ça relance l'appli, et que tout se passe bien. Donc nous, on a été, comme je le disais, missionné pour la partie borne interactive. Le client nous a demandé, donc on a été choisi en amont en fait, et le client nous a demandé de lui faire une reco hardware, puisqu'après il allait avoir un appel d'offres pour gérer tous les devices et le parc une fois le déploiement fait. Donc là, ce que je vous présente là, c'est différent de ce qui est en prod. Nous, c'était vraiment une reco technique pour pouvoir démarrer. Donc au début, on se disait, on s'est dit, ok, on va faire un truc le moins coûteux possible. Donc on s'est orienté vers un Raspberry Pi. On s'est vite rendu compte que c'était pas assez puissant, parce qu'en fait, il y avait une grosse contrainte aussi d'animation. Le client nous l'avait dit d'emblée, il veut que ça bouge, il veut qu'il y ait des choses. Voilà. On a aussi réfléchi au début à faire une appli Android, parce qu'on avait déjà fait du Cordova, ce genre de choses. Le problème qu'on avait, c'est qu'il aurait fallu modifier Android pour faire en sorte qu'il redémarre après les coupures d'alimentation, et ça, c'est pas vraiment notre métier. Nous, on se concentre surtout sur la partie logicielle, et puis comme on savait que ce serait pas le choix, ce serait pas la reco finale, on s'est plutôt orienté vers du Windows. Et au final, quand on a fait des
des calls avec les sociétés qui étaient en concurrence pour l'appel d'offres, on a été un peu conforté dans notre choix de Windows, puisque elle aussi avait fait ce choix-là, que ce soit pour tout ce qui est monitoring, les outils. C'était plutôt quelque chose avec lequel ils étaient à l'aise. Donc du coup, on s'est orienté vers un mini PC grand public, quelque chose de 300 € à peu près. Et là, pour le coup, niveau puissance, ça passait mieux. Alors en fait, la conclusion qu'on en a tirée, c'est que Windows exploite beaucoup mieux les capacités, les performances brutes, on va dire, les capacités graphiques. Et là, ce qui nous allait bien dans le modèle qu'on a choisi, c'est qu'il y avait même une option dans l'UEFI pour faire en sorte qu'il redémarre à heure fixe, ce qui fait qu'on aurait pu mettre une tâche planifiée pour l'éteindre, et le matin, on pouvait le faire démarrer alors qu'il était à l'état complètement arrêté. Donc, comme je le disais, la maintenance des machines, c'est pas notre cœur de métier du tout. Et ça, c'est géré par un prestat. Et donc, quand il y a des problèmes, il y a un contact qui se fait, mais c'est eux qui font le déplacement s'il y a des problèmes sur place. Donc, ce projet, c'était un peu un saut dans l'inconnu, puisque c'était un de nos premiers projets vus à l'agence, mon premier projet vu, mon premier projet Electron aussi, et le premier de l'agence. Donc voilà, c'était un petit peu un challenge. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter vite fait le fonctionnement d'une app Electron. Quand vous cliquez sur l'exécutable que vous avez une fois que l'appli est installée, vous allez arriver dans un fichier JS, donc qui est le point d'entrée, qui s'appelle le main.js. Donc on va appeler le main process. Donc lui, il y en a toujours qu'un seul. Et ce main process, en fait, c'est lui qui va contrôler les fenêtres de votre application, qui s'appellent des browsers Windows. Et donc les browsers Windows, elles embarquent Chromium. Donc c'est ce qui va nous permettre de gérer l'interface avec des TechnoWeb. Et donc cette partie-là, la browser Windows, on va appeler ça un renderer process. Donc on peut en avoir plusieurs. Les browsers Windows et le main.js ont accès à l'intégralité de l'API de Node.js, donc ça c'est plutôt pratique. Et il y a aussi tout un tas d'API que Electron met à disposition, par exemple pour gérer des notifications, et ça c'est multi-device. Donc oui, je ne l'ai pas précisé, mais Electron c'est ce qui vous permet de construire une appli avec des techno-web et de pouvoir la compiler sur Windows, Linux et Mac. Alors nous, dans le contexte de l'appli, on ne s'est pas concentré sur Linux et Mac, on n'avait que Windows, mais il suffirait d'un clic pour la compiler et la faire run sur un autre OS. Donc du coup, Electron vous met à disposition tout un tas d'API qui permettent de gérer le presse-papier, vous pouvez faire tout un tas de choses, et ça c'est quel que soit le device. Donc c'est un peu l'équivalent à Cordova, quoi, pour Android et iOS. Voilà, donc on peut avoir plusieurs browsers Windows, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir qu'une seule fenêtre sur votre appli. Il y a tout un tas d'applis qui existent qui utilisent Electron. Je pense que vous l'utilisez tous, c'est VS Code. Il y a Slack aussi, donc c'est quelque chose qui est quand même assez connu. Et donc dans les browsers Windows, c'est là qu'on va pouvoir mettre notre code et la partie vue, et donc c'est ce qui nous intéresse ce soir. Donc pour démarrer, pour mettre en place cette architecture, je ne suis pas parti de zéro. On a utilisé un boilerplate qui est existant. Alors il faut savoir que le projet, quand on l'a démarré, c'était avant la sortie de Vue CLI 3. Donc on s'est basé sur le template le boilerplate qui s'appelle Electron Vue. Mais pour le coup, si c'était à refaire aujourd'hui, on le ferait pas. On prendrait plutôt un autre plugin parce qu'il est plus maintenu. Et l'avantage de ça, c'est que ça mettait, toute la config était faite. C'est-à-dire qu'on avait déjà les single file components, la config webpack qui est là. Donc ça rajoute Electron Builder pour gérer le build de l'appli. Enfin, tout est en place, ce qui économise quand même pas mal de boulot. Donc voilà, on a utilisé ça et ça marchait plutôt bien sur les premiers tests qu'on a fait. Et du coup là, c'est à peu près le moment où j'ai découvert les maquettes et j'ai eu un peu peur parce que les maquettes, c'est ça. Donc avec de l'oblique de partout. Là sur la première capture, c'est de la vidéo. Il y a de l'animation sur les obliques. Il y a du texte. Par exemple, on voit en deuxième, c'est dynamique.
le texte est géré en back-office et il doit suivre les obliques. Du coup, c'est pas évident. Voilà. Donc du coup, je te donne tout de suite la solution. Pour faire des formes personnalisées en CSS, on peut utiliser ClickPath et ShapeOutside. Alors, un des gros avantages de Electron, c'est que vous avez une seule version de Chromium à gérer, et vous n'avez pas tout ce qui est IE, ce genre de choses. Donc en fait, à chaque fois, quand vous compilez l'appli, vous la lancez, il y a un Chromium qui vient, et vous n'avez pas à vous emmerder sur tout ce qui est préfixe, etc., ou compatibilité. Ça, vous n'avez pas à le gérer. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant pour le coup. Et c'est heureusement que heureusement qu'on avait que Chromium, parce que ClickPath et ShapeOutside sur IE ou Edge, on oublie quoi. donc voilà. Je vous ai mis un petit exemple en bas de ce que ça donne. Alors là, il y a, ça paraît un peu compliqué, mais c'est parce qu'il y a tout un tas de variables. Ça, tout est compilé. Mais l'idée, c'est de définir un polygone en fait. Pour faire nos formes. Et donc, alors ClickPath, c'est ce qui va vous permettre de faire, de couper, d'appliquer des masques en forme géométrique à vos éléments. Et ShapeOutside, c'est ce qui va vous permettre de faire des habillages de texte ou de contenu. Donc là, dans cet exemple-là, en fait, on va avoir un conteneur. Donc là, le vert, c'est un padding, hein, mais donc on a du texte dedans. Voilà. Et donc, on a une forme on a une div qui va être placée donc en float right, et à laquelle on va appliquer donc la forme géométrique. Donc c'est la représentation, c'est ce que vous avez dans ShapeOutside. Donc c'est juste en fait les coordonnées x, y de chaque point. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. Et après, donc il y a le shape margin aussi. Ça c'est pour ajouter une distance en fait entre votre forme et le texte. Je vous ai mis un petit lien en bas. Les slides seront publics. Il y a un générateur en ligne de ClickPath qui est plutôt bien fait, et je sais que Firefox a aussi des outils qui sont plutôt bien, graphiques pour les gérer. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez utiliser toutes les unités que vous voulez. Donc voilà, ça c'est ce qui clairement m'a sauvé pour faire ces formes-là. J'ai aussi énormément utilisé les composants transition et transition groupe de Vue.js, qui sont des composants fonctionnels qui vont vous permettre qui vont gérer pour vous l'ajout de classes CSS à différents états de vos transitions. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour tout ce que je vais vous montrer là, il n'y a aucune librairie pour les animes, c'est tout fait avec ça. Donc ça vous donne la possibilité de réagir sur des VIF, VShow. Vous pouvez gérer aussi en fonction d'ajout de classe, même à l'apparition de l'élément au chargement de la page. Donc ça c'est assez puissant. Il vous met aussi à disposition des hooks JavaScript, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, donc je vous les ai affichés sur la droite, vous allez pouvoir interagir en fait, avoir des callbacks à différents moments de l'animation. Donc ça c'est plutôt pratique. Et vous avez aussi le enter et le leave, où là en fait c'est un callback un peu plus, dans le sens où en fait il vous donne carrément la main sur l'anime, vous faites vraiment ce que vous voulez, et une fois que vous avez fini votre anime, vous appelez son callback, et après il reprend la suite de l'anime en fait. Donc ça vous permet de faire des animes totalement débrayés, et vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, interagir programmatiquement avec, et ça c'est vraiment pratique. Et donc comme dans Vue, les pages sont des composants comme les autres, ça marche aussi avec RouterView, donc c'est ce qui a été utilisé pour faire les transitions entre pages. Et vous pouvez aussi faire des transitions dynamiques, c'est-à-dire qu'en fonction de certains... par exemple, si vous cochez une checkbox et que vous voulez que ça change l'animation, vous pouvez tout à fait le faire, vous pouvez réagir en fait, et mettre des noms différents. Donc le composant transition, c'est juste le feu. Pour des choses qui sont... à moins d'avoir des trucs qui sont vraiment... des animes vraiment où il y a des vagues, ce genre de choses, où là en CSS à gérer c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais sinon il ne faut vraiment pas hésiter à l'utiliser. Donc je vais maintenant vous parler de perf CSS, parce que nous on avait donc une contrainte de perf. Ce qui est quand même important avant de se pencher, de faire ces animes là, c'est de comprendre un peu le fonctionnement du navigateur et comment il fait son rendu, pour essayer d'optimiser ces actions. Donc quand vous envoyez votre HTML, il va construire le DOM, il va parser aussi le CSS.
Et après, donc, il va passer par une étape de layout. En fait, le layout, c'est, par exemple, si vous avez un élément, il va dire, OK, bah, il fait telle longueur, telle largeur. Ensuite, il renvoie la main au Paint. Le Paint, c'est ce qui va dessiner chaque pixel en fait, dans votre élément. Et après, il envoie tout ça à la carte graphique. Et c'est la partie composite qui va vous faire le rendu. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que le layout, c'est quelque chose qui est bloquant. C'est-à-dire que pendant qu'il fait ça, il ne peut rien faire d'autre. Et votre interface, elle est frisée en fait, quand vous faites ça. C'est pour ça que si vous faites des animations sur les weaves, sur les tops, ce genre de choses, lui, en fait, il est obligé de recalculer à chaque fois la position des éléments, de tout friser. Et c'est ça qui fait que des fois, quand ça scroll, ça frise ou ce genre de choses. Donc l'idée c'est de se dire ok on va faire des animes mais on va essayer d'optimiser ça parce qu'en fait quand vous refaites un layout vous êtes obligé de vous retaper le paint et le composite. Donc l'idée c'est d'éviter de se retaper ça à chaque fois. Donc si par exemple vous faites une transition par exemple sur la couleur, là ça déclenche pas de layout puisque on modifie pas la taille de l'élément, donc on repasse juste sur l'étape paint et on repasse dans le composite. Et en fait il y a des propriétés qui sont là listées Transform, Opacity et Filter, qui, elles, ne vont pas déclencher ni de layout ni de paint. En fait, la carte graphique, c'est pas quelque chose de totalement bête. Elle est capable d'appliquer des fonctions de transformation. Par exemple, quand vous faites un transform scale, etc., la carte graphique, elle est capable de le faire. Et en fait, si vous privilégiez les animations que vous faites, si vous privilégiez l'utilisation de Transform, Opacity, Filter, ou de propriétés qui utilisent la partie, que la partie composites et qui peuvent donc être délégués à la carte graphique, là vous allez gagner en perf et c'est ce qui va vous permettre d'avoir des animes fluides. Donc là je vous ai mis quelques liens en bas. CSS Triggers, c'est un peu déroutant quand vous allez dessus, mais en gros c'est une liste de toutes les propriétés CSS et si elles déclenchent des paints, des layouts et des composites en fonction des navigateurs. Ils ont tous un peu tous leur spécificité. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les seuls qui ne déclenchent pas de paint et de layout, c'est Transform, Opacity et Filter. Voilà. Donc du coup, il y a un procédé pour essayer d'optimiser ça. C'est le flip d'animations. En fait, quand vous allez avoir un élément, que vous allez par exemple vouloir le grossir et l'emmener à un autre endroit, là on voit qu'il y a non seulement la position de l'élément, mais aussi sa longueur, sa largeur qui change. Et comme je vous ai dit à la slide d'avant, quand on change la weave, on refait un paint, on refait un layout, et après il y a à nouveau un composite. Et donc en fait, il y a une technique qui consiste à anticiper en fait tout ce qui peut être fait dans l'animation pour qu'une fois qu'on la lance, elle se joue à moindre coût. Et en fait, c'est plutôt pratique parce que quand, par exemple, vous allez vouloir lancer une animation, ça va généralement être en réaction à un clic ou quelque chose comme ça. Et en fait, quand vous cliquez, vous avez un petit temps pendant lequel l'utilisateur il sait qu'il a cliqué, mais il n'a pas encore eu de retour. Mais vous avez un petit temps pendant lequel vous pouvez faire quelque chose. Et donc là, l'idée, c'est de... en fait, quand vous faites une anime, vous n'êtes pas obligé d'être à 60 fps tout le temps. L'idée, c'est d'être à 60 fps quand elle se joue. Donc là, l'intérêt, c'est vraiment de faire tous les traitements possibles, tout ce qu'on peut anticiper, les faire pendant cette période de 100 millisecondes, de lancer l'anime et du coup d'avoir le moins de calculs possible. Donc ça s'appelle flip, donc ça veut dire first, last, invert, play. En fait, l'idée, c'est qu'on va prendre les coordonnées x, y et la longueur et la largeur de l'élément de départ. Donc ça, c'est le first. Ensuite, vous allez faire un rendu de l'élément dans sa position finale. Vous allez prendre pareil la longueur, la largeur, ses coordonnées x, y. Donc ça, c'est le last. Et vous allez calculer l'inverse de l'animation. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller de A vers B, vous allez aller de B vers A. Non. Oui, si, c'est ça. De A vers B, vous allez aller de B vers A. Et donc ensuite, play, ça consiste juste à jouer l'anime. En fait, du coup, toutes les parties layout, repositionnement, etc., ils auront été faits pendant les 100 premières millisecondes, ce qui fait que votre anime se joue à moindre coût. Et ça, c'est plutôt efficace en termes de perf. Ça a été présenté par un ingénieur de chez Google, alors j'ai plus son nom, mais je vous ai mis le lien vers l'article où il explique ça bien plus clairement que moi. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le composant transition groupe de vue, il utilise déjà ces techniques-là. Donc ça, voilà, pour optimiser les animes, il y a déjà des choses qui sont prêtes dans Vue.
Avant de vous montrer quelques petits cas pratiques dans l'appli, je vais quand même vous montrer rapidement l'arbre de l'appli. L'idée, c'est pas de perdre l'utilisateur, c'est quelque chose d'assez linéaire. On arrive sur la page d'accueil, ensuite on a l'HGET, parce que pour des raisons légales, vu que c'est lié à la vente d'alcool, on n'a pas le choix. Ensuite, on a donc le chatbot. Une fois qu'on a répondu aux questions, on arrive donc sur la page de résultats. Et quand on est sur la page de résultats, on peut choisir le whisky qui nous plaît, aller voir sa page produit et sa page marque ou distillant. Donc le premier exemple, c'est sur le chatbot. Alors, en fait, tout l'arbre décisionnel, toutes les questions-réponses sont déjà connues à l'avance. C'est pas un vrai chatbot, il n'y a pas d'appels réseau qui sont faits. Tout est déjà connu, mais l'idée c'est de vraiment faire croire à l'utilisateur que c'est quelque chose de réel. Et donc là, les animations, pour ça, elles vont nous aider. Donc l'idée c'est de faire une séquence d'animation, c'est-à-dire j'envoie un message, j'affiche pas tous les messages d'un coup. C'est-à-dire que j'envoie le premier, j'attends un petit temps, j'envoie le deuxième, j'ajoute une petite bulle avec un espèce de petit loader pour faire croire qu'il y a vraiment quelqu'un qui tape. Et ça, du coup, c'est quelque chose qui est en fonction du texte, vu que c'est connu à l'avance, en fonction du texte, il y a une petite fonction mathématique qui calcule en fait la durée de présence du loader. Et pareil, il y a pour la durée entre les enchaînements des messages, en fait, il y a un calcul qui est fait en fonction du nombre on va dire, de caractères moyens d'écriture par un humain, pour vraiment faire croire qu'il y a quelqu'un qui rédige le truc. Donc là, la liste de messages en fait, que vous voyez là, c'est juste un tableau côté vue, parce que vu que vue commande, c'est la data qui commande en fait l'interface. L'idée c'est d'attendre avant d'ajouter un élément à la pile. Et donc pour ça, on va bien être obligé de détecter la fin des animations. Donc là, pour ça, j'ai utilisé le hook after enter que je vous ai présenté tout à l'heure. Il y a aussi du set timeout. Set timeout, ça c'est pour les délais avant qu'on écrive. Et tout ça se fait avec une chaîne de promise en fait pour gérer les animes. Je vous ai mis là le gros du fonctionnement du chatbot. Les slides sont publics, je vous laisserai regarder, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Le seul petit truc sur lequel je pourrais revenir, c'est sur la partie promise. En fait, quand vous déclarez une promise, vous allez faire new promise, elle va prendre en paramètre le resolver. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le resolver, vous n'êtes pas obligé de l'avoir que dans la fonction. Vous pouvez le stocker dans une variable et après l'appeler totalement à un autre endroit. Donc du coup, pour ça, je me suis fait une petite classe, un petit utilitaire pour gérer ça. Et du coup, en fait, j'ai une liste de promises et en fait, je les appelle, donc ça les crée, et après, en fait, je les résous moi quand je veux. Et c'est plutôt pratique parce que quand vous faites, quand vous avez un callback de fin d'animation, en fait, vous n'êtes pas au même endroit que là où ça avait déclaré le lancement de l'anime. Donc ça, c'était plutôt pratique. Un deuxième cas qu'on avait sur le projet, c'était l'enchaînement entre la page résultat et la page produit. Donc là, voilà, on a une réduction de la page, mais c'est la même page reste. Et là, je me suis dit, ok, ça sera jamais fluide, ça va jamais passer, parce qu'il y a trop d'éléments, etc. Donc au début, j'ai plutôt regardé sur pour m'orienter vers des approches, par exemple faire un screenshot de l'écran, et quand on est sur la page finale, prendre l'image, la mettre en pleine taille, et la réduire. Comment? Ça marche pas? Ah merde. Hop. Là. Voilà. Pardon. Donc ouais, je me disais ça passera jamais en termes niveau FPS. Donc au début, je pensais à faire un screenshot. J'ai d'abord regardé une lib qui s'appelle HTML to Canvas. En fait, ça c'est une lib qui va prendre tout votre DOM et qui va le recréer dans un canvas. La problématique de ça, c'est que ça ne gérait pas toutes les priorités un peu exotiques, genre tout ce qui est clip path, shape outside. Donc en gros, ça faisait des gros rectangles, ce qui était juste pas utilisable du tout. Donc après, j'ai regardé plus une API qui est intégrée à Electron, qui vous permet de faire des captures d'écran, alors de votre appli, mais vous pouvez faire des captures d'écran de tout ce que vous voulez, enfin de tout votre écran. Le problème de ça, c'est que c'est bloquant, et quand je dis bloquant, c'est genre 1 seconde pour faire le screen. Donc pour démarrer l'anime, 1 seconde, c'était juste pas du tout envisageable.
Donc après, on s'est dit, ok, on va essayer de faire on va filouter, on va faire les screenshots à l'avance. Le problème, c'est qu'on peut pas parce que sur la page résultat, les produits qui sont recommandés, il y en a plusieurs. Et donc c'est un slider. On peut pas savoir à l'avance à quel état vous allez vous arrêter de la slide. Donc ça, on pouvait pas. Donc bon, bah, foutu pour foutu, je me suis dit, ok, on va essayer quand même en faisant un transform scale, et voilà. Et en fait, bah, ça passe. Et au final, c'est logique parce que, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est toute la carte graphique qui prend, puisque tout est déjà rendu, c'est toute la carte graphique qui prend, donc voilà, c'est cool. Le problème que ça a eu, c'est que ça a généré pas mal de modifs au niveau structure du code, notamment avec une modif de Larvo que je vous ai montré tout à l'heure, et j'ai dû utiliser un pur routeur, enfin un routeur view imbriqué. Donc voilà la nouvelle Larvo, ce que ça donne. Du coup, quand on arrive sur la page résultat, en fait, il y a, on va dire, une page racine qui, elle, va gérer donc la page résultat. En fait, la page résultat, c'est juste un ajout de classe pour savoir si elle est active ou pas. Et en fait, si elle est pas active, elle se réduit en bas. Et sinon, elle est en plein écran. Ensuite, vous avez le router view qui est positionné par-dessus, qui va gérer la transition entre la page produit et la page marque. Donc là, du coup, ça avait vraiment un impact assez fort sur le dev de l'appli. Et du coup, je vous montre un troisième exemple d'anime. J'espère qu'elle va se lire. Le troisième exemple d'anime, c'est l'enchaînement entre la page produit et la page distillerie. Ça fait un effet plutôt sympa. Et en fait, au final, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit de découper en différents niveaux. Donc là, voilà, vous avez la vue explosée. En fait, en fond, vous avez donc les images. Ça, c'est des images qui ne pouvaient pas être calculées à l'avance parce que, enfin là, ça se voit mieux sur la vidéo. En fait, ces images-là sont dynamiques. Enfin, tout est quasiment dynamique. D'ailleurs, vous avez des exemples en fonction des marques où la page est vraiment personnalisée en fonction des univers de marques. Et donc là, du coup, en fond, on a la partie qui va faire juste une translation, en fait, qu'on voit en fond. Ensuite, vous avez une deuxième couche qui va gérer juste les illustrations qui sont en bas à droite, donc là qui se déplacent de droite à gauche, qui partent latéralement. Ensuite, par-dessus, vous avez vraiment le composant page lui-même. En fait, sur ce composant page-là, c'est là où il va y avoir des petites animes avec des délais à chaque étape pour faire un petit effet parallaxe. Et après, donc en dernier lieu, vous avez le calque pour la partie interface. Donc du coup, avec tout ça, j'ai quelques petits tips à vous communiquer. Utilisez une convention de nommage pour faire vos animes, surtout quand vous en avez beaucoup, c'est juste essentiel. Moi, j'ai pris le parti parce qu'en fait, on le fait déjà pour le CSS, j'ai pris le parti de nommer mes animes comme on le ferait en BEM, en fait. Ça permet de plus facilement s'y retrouver. D'utiliser un nom dynamique. Donc en fait, moi dans l'appli, j'avais aucune transition entre les pages qui étaient identiques. Donc en fait, en interceptant le changement de route avec Vue, je crée des noms de transition en fait à la volée pour pouvoir appliquer des transitions qui sont personnalisées. L'idée aussi, si vous voulez garder un code un peu maintenable, c'est d'éviter au maximum de définir des durées d'anime, donc en transition de duration dans votre CSS et aussi dans le JS, parce que si vous avez un changement, vous allez le faire dans un endroit, mais il y a toutes les chances que vous oubliez de le faire à un autre endroit. Ça peut être un peu gênant dans certains cas, parce qu'en fait, quand vous faites une animation, par exemple sur un changement de page, en fait, Vue va détecter la fin de transition, mais sur l'élément qui l'englobe. Enfin, le composant transition va détecter la fin de transition que sur l'élément qui l'englobe. C'est-à-dire que si vous faites une anime sur un composant enfant, là, il ne le détectera pas. Donc il y a une petite astuce pour ça, c'est de rajouter une transition sur la visibilité, sur l'élément en fait parent, qui a une durée, enfin plutôt pas une durée, parce que la visibilité c'est soit visible soit pas visible, mais ce sera plutôt un délai avant d'appliquer l'animation, qui du coup va pouvoir être calculé. Alors enfin nous on utilise SAS, mais on va pouvoir le calculer et le définir en fonction de tous les éléments qu'on anime enfin tous les éléments enfants qu'on anime, et du coup, en faisant ça, Vue peut détecter la durée de transition finale. Un autre truc qui peut être utile aussi, c'est d'utiliser un coefficient multiplicateur. Souvent, quand vous faites une anime, en fait, vous voulez voir vraiment ce qui se passe en ralentissant l'anime. Si vous changez les valeurs partout, c'est hyper chiant à maintenir.
Donc l'idée c'est juste d'utiliser un coef que par défaut vous mettez à 1 et en fait quand vous voulez tester ralentir ou accélérer, bah, vous changez juste cette valeur et en fait toute votre anime elle s'adapte. Donc ça c'est plutôt pratique. Alors ça suppose que vous utilisiez SAS, mais je pense que pour faire des animes un peu aboutis, c'est un prérequis parce que sinon ça serait trop difficile à gérer. Vous pouvez aussi faire des animes sur les SVG. Là dans la slide précédente qu'il y avait, sur la carte, en fait la carte c'est une map qui est faite en SVG. Et donc les marqueurs, etc., tout ça c'est animé, avec le composant transition aussi. Un autre petit truc, c'est si vous faites des snapshots de performance, en fait vous pouvez utiliser l'outil pour ralentir, un peu comme une timeline en fait, pour ralentir vos animes, parce que vous pouvez lui demander de prendre un screenshot de chaque frame que vous avez, et du coup en fait juste en passant par dessus, vous pouvez rejouer votre anime. C'est plutôt pratique. Alors il y a des autres outils qui sont faits pour ça, mais parfois ça marche pas toujours parce qu'ils détectent qu'une partie des animes ou voilà, donc c'est plutôt pratique. Et un truc tout bête, pensez à mettre à jour. On a eu quelques problèmes de perf sur des animations, notamment sur les obliques. C'est logique puisque quand on anime des obliques, on passe dans le paint, le layout et le composite. Et en fait, en mettant à jour Electron, ça a aussi mis à jour la version de Chrome et qui du coup ont déployé pas mal d'optimisations. En fait, maintenant, les animes sur les objets ClipPath, c'est tout fait par la carte graphique. Donc en fait, là, on est passé de genre 20 fps à 60 juste en mettant à jour. C'est le truc bête, mais c'est plutôt, c'est plutôt pratique. Quand j'en étais là, c'était à peu près le moment où le client appelle et il dit on a un problème, c'est trop cher, on voudrait passer sur Android. Donc là, j'ai réagi à peu près comme ça. Parce que ça remettait quand même un peu en cause tout le truc. Et au final, c'était pas si compliqué que ça. Donc on l'a fait. Mais depuis, on s'est rendu compte qu'Android gérait pas assez bien les perfs, donc on a droppé le support, mais on l'a fait quand même. L'avantage d'avoir des techno-web, c'est que ça marchait partout. Il y a juste eu une modif de la config de Webpack à faire. Le truc un peu chiant, c'est Cordova qui force sa structure de dossier. Donc moi, j'avais déjà le projet qui était en place. Je pouvais pas lui dire... je crois qu'il impose que les fichiers soient dans www, quelque chose comme ça, ce qui n'est pas vraiment le standard aujourd'hui. Donc du coup, en fait, j'ai créé juste carrément un sous-dossier avec un package JSON qui est dessous. Enfin, c'est vraiment un sous-projet. Et quand je fais le build, en fait, il y a une copie qui est faite du dossier dist vers le dossier de Cordova. Et donc on a intégré ça dans notre process d'inté continu. Et au final, dès qu'il y avait une modif, on pouvait générer les builds pour Windows et Android. Je vais maintenant vous parler de la synchro des données. Donc là, la problématique, c'est que c'est pas comme quand on est sur un site web où en gros on change, voilà, c'est bon, ça passe, et qu'on incrémente un cache busting et c'est bon. Là, on a vraiment une contrainte de l'appli, elle n'est pas forcément connectée, mais on devait quand même pouvoir mettre à jour au maximum l'appli. Dès qu'il y a Internet, en gros, on devait pouvoir mettre à jour. On a séparé la partie data de la partie code pour ne pas avoir à redéployer à chaque fois un gros exécutable, puisqu'on avait une contrainte d'usage de data, puisque les bornes ont toutes de la 4G. Alors il y a des magasins qui mettent à dispo leur Wi-Fi, mais dans l'utilisation type, on est sur de la 4G. Donc en fait, on a pris le parti de découpler la partie data qui est gérée dans un back-office, donc c'est un site qui est fait en Laravel, et on a la partie code. On a adopté une stratégie offline first, c'est-à-dire que quand on lance l'appli, on va chercher la data qui est la plus à jour, on la stocke, et ensuite on affiche toujours ce qui est stocké depuis le cache, puisqu'on ne sait pas quand la connexion arrive ou quand elle repart. La synchro se fait au lancement de l'appli. On pourrait la faire à d'autres moments, mais on s'est dit que il est mieux pas que la mise à jour de l'appli et la synchro se fasse pendant qu'il y a quelqu'un qui est en train d'utiliser l'appli, puisque là, comme c'est du libre accès, on ne contrôle pas ce que les gens font. On avait des contraintes de stockage. Alors aujourd'hui, c'est plus le cas parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas utilisé. On a supprimé cette partie-là. On avait toute une page de vidéos, donc on avait 250 mégas de vidéos à gérer hors ligne en 4G. Donc il valait mieux pas quand on relance l'appli tout retélécharger, sinon le quota de data il explose.
Donc voilà, ça c'était les petites problématiques qu'on avait. Au début, on s'est dit, bah cool, on va utiliser Service Worker puis le cache storage. Euh, L'avantage de ça, c'est qu'en fait, quand vous faites un appel HTTP, bah, le Service Worker il va pouvoir intercepter les requests qui passent, faire ce qu'il a à faire et après envoyer la donnée. C'est totalement transparent pour le front. Et le gros avantage aussi, c'est que c'est non bloquant. Donc si vous avez des traitements assez lourds, ben, votre interface, elle n'en prend pas un coup. Et s'il y a ça qui se passe pendant que vous faites une anime qui est un peu lourde, ben, vous êtes bien content d'avoir un truc qui soit dans un process à part. La problématique de ça, c'est que pour utiliser Service Worker, on est obligé d'être en HTTPS. Ce qui n'est pas le cas sur une appli ni Cordova ni Electron, les fichiers sont servis en file de point //. Donc on ne pouvait pas le faire. Alors, il y a une technique, en fait, Electron donne la main sur la WebView, on peut la configurer pour lui dire, ok, pour les files de point, tu autorises les service workers. Mais à ce moment-là, où on a fait ces choix-là, on avait toujours le support sur Cordova. Donc, Cordova, modifier la WebView, faut faire du Java, ou voilà, on sortait carrément du périmètre projet. Du coup, on était un petit peu déçus. Mais ce qui est plutôt cool, c'est que l'API Cache Storage, donc qui fait partie de l'API Service Worker, elle est aussi disponible dans votre interface principale. Donc vous pouvez interagir avec le cache sans être dans le Service Worker. Du coup, ça nous a permis de déléguer toute la gestion du stockage au navigateur. Donc vous avez un onglet Application Cache Storage qui vous permet de voir toutes les entrées qui sont dans votre cache dans les DevTools. Et la limite du cache storage, c'est juste l'espace 10 si vous n'avez pas de limite, genre de 50 mégas comme il y avait pu avoir sur d'autres technos de cache. Et le gros avantage de ça, c'est que c'est hyper rapide. Je dis ça parce que j'ai déjà eu des problèmes d'accès disque en fait, et de temps de latence sur des applis Cordova où j'utilisais le file system. Là, en fait, on donne au navigateur, il gère son truc, il renvoie la donnée, c'est instant. C'est comme si l'image était en cache pour une mise en cache, on va dire pas hors ligne, une mise en cache standard. Donc ça marche juste super bien. La gestion du cache dans le navigateur elle est implémentée de façon à ce que si, par exemple, vous avez un outil qui a beaucoup de cache et que du coup il faut libérer de la place, en fait le navigateur vide tout, soit il garde tout, soit il vide tout, quoi. Donc on n'a pas de problématique d'avoir à se dire ok, est-ce que ça je l'ai encore, et puis à l'itération suivante, est-ce que je l'ai encore, est-ce que je l'ai encore. C'est soit il y a tout, soit il n'y a rien. Donc on fait un check au début et ça c'est plutôt pratique. Vous pouvez aussi faire du versionning de cache, c'est-à-dire que si demain, pour une raison X ou Y, vous changez totalement de stratégie de gestion de cache, par exemple, vous laissez tomber l'offline first et votre cache il est plus stocké du tout pareil, en fait, vous pouvez faire une montée de version, et en fait, en faisant ça, tout ce qui va être anciennement en cache, ça impactera plus votre nouvelle implémentation. Donc ça, c'est plutôt pratique. Le cache, comment ça se passe? C'est du clé valeur. Hein. En gros, vous avez l'URL qui est mise en cache et après un objet response en fait, qui va contenir votre objet que vous voulez mettre en cache. Donc dans l'appli, nous, en gros, il y a un appel qui est fait pour récupérer la totalité des données. Donc c'est au format JSON. On récupère aussi, donc dedans il y a une entité média en fait qui va nous donner non seulement l'URL de l'image, de la vidéo ou du SVG à les récupérer, mais aussi un numéro de révision. C'est ce qui permet après dans l'appli, quand on fait la synchro, de dire ok, la révision a changé, donc il faut que je fasse une mise à jour et que je retélécharge. Parce que l'idée, c'est pas de tout retélécharger à chaque fois. Donc pour stocker ce hash là, ça s'est fait de façon tout à fait classique en storage local. J'ai utilisé pour ça Local4j, si vous connaissez pas, je vous recommande. C'est on va dire une couche d'abstraction en fait sur tous les drivers, je sais pas si ça se dit comme ça, mais toutes les technos de mise en cache en fait que vous pouvez utiliser. Donc il va utiliser celle qui lui plaît plus, par défaut IndexedDB, il va pouvoir faire un fallback vers WebSQL, et si vraiment il n'y a rien, vers local storage. L'avantage de ça, c'est que il gère tout pour vous, même la sérialisation, parce qu'en fait dans local storage vous ne pouvez pas stocker d'objets, vous êtes obligé de désérialiser à la volée, là il vous le fait pour vous, donc c'est plutôt pratique. Et donc ça c'était la première partie, donc on stockait juste en fonction de l'URL, on stockait son numéro de révision. Et la deuxième partie, c'est le stockage de la réponse donc dans l'API de cache storage. Donc c'est la réponse, l'objet response en fait, quand vous faites un appel avec la fonction fetch par exemple, c'est ça qui vous rend, vous avez un objet response.
et en fait vous pouvez le créer vous si vous voulez. Donc ça c'est pour la partie mise en cache, donc c'est ce qui se fait au lancement de l'appli, si on a internet, et si on n'a pas internet, ben, on passe direct à la deuxième partie qui est la lecture depuis le cache. Donc on récupère le JSON qui est stocké, on récupère chacune des entités médias depuis le cache storage, et ensuite à partir de ces objets response, en fait on va créer une URL locale en fait, pour cet objet-là. Donc là, ça se fait tout simplement avec la fonction URL createObjectURL qui est native. Et ça, en fait, ça va vous générer une URL qui ressemble à ce que vous avez en bas. Et du coup, côté front, au lieu d'utiliser le HTTP avec votre URL, vous utilisez juste ça et il va chercher dans son cache, il affiche et c'est transparent. Donc ça, c'est hyper pratique. Il y a un autre cas qui n'est pas couvert par ça, c'est le cas où dans un magasin, on n'a pas du tout d'internet et il faut quand même qu'on puisse gérer la mise à jour. Donc dans ce cas-là, on fait une mise à jour par clé USB. Alors au début, ce qu'on s'était dit, c'est ok, on va faire un exécutable spécifique dans lequel on va mettre toutes les données. La problématique de ça, c'est que si demain le client fait une modif en base de données, il faut régénérer un exécutable, etc. Déjà, c'est pas évident à automatiser parce que ça voudrait dire qu'il faut déclencher des pipelines en fonction de modifications en back-office. Et surtout, si pour une raison X ou Y, votre magasin, enfin votre board qui est installée dans le magasin, elle récupère la connexion, là il faut pouvoir repartir sur un fonctionnement normal. Donc c'était un petit peu délicat à gérer. Du coup, on n'est pas parti sur ça, on est parti sur deux fichiers. Donc on a l'exécutable qui gère que la partie code, on va dire, vue, etc. Et on a un zip qui contient en fait toutes les données. Donc on peut demander le téléchargement dans le back-office, il est créé à la volée et dès qu'il y a une modification qui est faite, ça clear le zip qui est généré. Au lancement de l'appli, l'idée c'est que ce soit par exemple un commercial de la marque qui vienne en magasin, qui mette sa clé sur la borne et qui fasse la mise à jour. Donc en gros il double-clique sur l'exécutable, ça s'installe tout seul, ça démarre tout seul. Donc ensuite, dans l'appli, quand on est en mode non connecté, en fait, il y a un écran de chargement au début. On a mis un menu caché pour qu'il puisse choisir le zip à utiliser. Et là, l'astuce, c'était d'utiliser exactement la même arbo en fait, qu'on pourrait avoir pour tout ce qui est média. En fait, on utilise la même arbo que sur la vraie URL. Du coup, l'idée, c'est que quand on fait la synchro, au lieu d'aller chercher l'image qui serait en HTTP de points, en fait, on va juste chercher dans le dossier, si on va chercher l'image qui est dans assets, l'ID, le nom du fichier, là en fait on va juste, plutôt que de mettre l'URL, on va juste chercher dans le système de fichier local, on va dire du zip. On l'extrait, on prend cet objet binaire là et on le stocke dans un objet response parce qu'en fait on peut les créer à la volée et mettre le contenu qu'on veut dedans. Et ensuite on les stocke en cache dans l'API de cache classique, ce qui fait que du coup le reste du process de synchro en fait est totalement transparent et il y a juste ce petit cas-là en fait qu'on gère, mais tout le reste, il n'y a pas de dev qui est fait pour gérer le cas où on est 100% en ligne. Donc pour le déploiement des mises à jour, nous on a l'activité continue qui est en place, donc en fait dès qu'il y a un commit qui est fait, ça crée un build. Initialement ce qu'on devait faire, c'est qu'on devait télécharger le build, l'envoyer au prestataire. Le prestataire il crée une image disque en fait, sur une machine qu'il appelle un master, et après il devait la déployer sur chacune des machines. Bon, ça marche quand on a 2-3 machines, mais on se rend vite compte que quand il y en a des centaines, c'est juste pas gérable. Du coup, on a regardé la fonctionnalité d'auto-update. Ça, c'est quelque chose qui est intégré en fait à Electron, qui n'est pas activé par défaut, mais que vous pouvez utiliser. Du coup, on l'a mis en place, et là, ce qui se passe, c'est que dès qu'on lance l'appli, la vérification des mises à jour se fait. L'installation et le redémarrage sont automatiques, donc il n'y a pas d'action utilisateur à faire, ce qui fait que pas besoin d'avoir quelqu'un devant, même le responsable du rayon dans le magasin, il ne sait même pas qu'il y a ça qui se passe. Voilà. Une autre feature qui est vraiment géniale, surtout dans notre contexte, on a un usage de data qui est assez limité, c'est les differential updates. En fait, l'outil d'auto-update, il est capable de détecter ce qui a changé et de faire un diff en fait, entre ce que vous avez sur le serveur, l'exécutable que vous téléchargez, et ce qui lui manque, et du coup il va télécharger juste le nécessaire. Du coup en gros l'appli elle doit faire 40 mégas, et quand je fais une modif il y a 400-500K qui changent, parce qu'au final c'est juste la techno web qui va changer, et tout le reste bouge pas. Du coup il télécharge juste ça, et après il installe, il redémarre. Et ça, c'est juste génial, c'est hyper rapide. Si jamais ça marche pas, il fait un fallback vers un téléchargement complet. Il y a un autre truc qui est plutôt cool, c'est les channels.
C'est-à-dire qu'en fonction du channel sur lequel vous déployez, votre appli elle va pouvoir écouter en fait, les mises à jour sur différents channels, ce qui va vous permettre, pour faire resetter au client, vous pouvez le mettre sur un channel et la prod sur un autre. Donc ça c'est plutôt cool. Ce qui fait que maintenant, en fait, on passe plus par l'envoi manuel au prestataire, etc. Alors, s'il veut créer une nouvelle version, une nouvelle image pour déployer sur des nouvelles machines, ça, il le fait toujours, mais en fait, on n'interagit plus avec lui. Il se débrouille, il fait son truc, on lui donne juste le premier exécutable, et après, l'appli, elle se met à jour, elle fait tout. Et du coup, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on fait un déploiement automatique. C'est-à-dire que si je tag la version, le déploiement part. Sinon, c'est un build classique, quoi. Pour le tag de version, on utilise le Semver. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a géré le déploiement sur un channel en fonction du tag. Si par exemple je crée un tag d'auto-update, là il n'y a aucun déploiement qui est fait. Si c'est une pré-release, donc comme la deuxième ligne, là on va déployer que sur le channel bêta. Typiquement, c'est j'envoie une nouvelle modif et le client aura resetter. Et si je tag la version finale, là il va déployer sur tous les channels. Donc ça c'est assez pratique parce qu'au final, je tag et après c'est bon, c'est fini, ça livre tout seul, j'ai rien à faire. Voilà. Du coup, pour résumer, Electron, c'est top. On l'a pas énormément utilisé, surtout la partie mail en fait. La seule modif qu'on a faite dans le cadre de notre projet, c'était d'écrire le numéro de version de l'appli dans un fichier, mais voilà, c'est juste anecdotique. On l'a juste utilisé aussi pour configurer la gestion des auto-updates. Ça, c'est 2 lignes à faire. C'est juste à l'événement, il y a une nouvelle mise à jour, t'installes et tu restarts et c'est fini. Donc l'auto-update, c'est juste essentiel. Si c'était à refaire, le projet, c'est la première chose que je ferais. Parce qu'on a attendu pas mal de temps quand même avant avant de mettre ça en place, et du coup on envoyait toujours les trucs aux clients. Je vous ai dit au début, c'était un de mes premiers projets vus, je suis tombé amoureux de Vue. Et les composants transition groupe, c'est juste parfait. Faut pas hésiter à l'utiliser, c'est génial. Je reviens sur deux petits points. Le premier, c'est la communication, qui est juste essentielle, surtout sur un projet comme ça où il y a énormément d'animes. Là, ce qui était intéressant, c'est que le client nous a dit « Ok, je veux pas mal d'animes, en gros, vous avez carte blanche, vous faites ce que vous voulez. » Du coup, ça m'a permis de voir avec la partie créa, de lui dire « Ok, ça, si on fait cet anime-là, ça sera peut-être un petit peu plus coûteux, donc il faudrait peut-être pas qu'on fasse comme ça, ou il vaudrait mieux faire une transition comme ça, pour pouvoir bénéficier des améliorations de perf, pour éviter les repaints, les reflows, ce genre de choses. » Donc ça, c'était juste hyper important. Et du coup, le projet est en prod depuis presque 1 an. Il vit toujours, on a des évols qui se font. Pour l'instant, on est dans 30 magasins et l'objectif, c'est 300 fin 2020. Vous pourrez la tester, alors pour l'instant, je ne sais pas où on l'a mise, mais on l'a là. Mais du coup, on la mettra par là après, et si vous voulez, vous pourrez la tester. Et voilà, merci. Les slides sont là, et si vous avez des questions, je vous écoute.